Bonjour à tous, merci de vous être connectés aussi nombreux à ce webinaire sur le financement de projets de transition énergétique. Alors, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat qui doit être en haut à droite et qu'on traitera à la fin du webinaire. On a prévu un petit quart d'heure pour traiter vos questions. Donc déjà, qu'est-ce qu'un projet de transition énergétique? Alors c'est assez varié. On voit des projets de production d'énergie renouvelable, solaire, biomasse, etc. On voit des projets de réduction de consommation énergétique, relumping, isolation, récupération de chaleur fatale, etc. On voit des sujets de switch énergétique, électrification de flotte, électrification de fours, électrification des process industriels. Et donc au final, on a une grande diversité de projets de transition énergétique et d'actifs pour porter ces sujets de transition énergétique avec des durées de vie qui vont être différentes. Et donc face à cette diversité de projets, il y a des modèles de financement qui vont être aussi divers pour financer et permettre de faire émerger ces projets de transition énergétique. Et donc le financement de vos projets de transition énergétique, ils doivent se prendre dans leur ensemble avec une vision la plus globale possible sur l'ensemble des mécanismes qui existent. Il y en a un certain nombre afin de déterminer le meilleur modèle pour le financement de vos projets. Alors donc c'est pour ça qu'on a réuni aujourd'hui plusieurs expertises qui sont complémentaires avec LCL, Greenflex et Heming. Donc pour ma part, rapidement, je suis en charge de la filière énergie et transition énergétique du LCL, et donc on accompagne aussi bien les acteurs du monde de l'énergie dans leur trajectoire de croissance que tous nos acteurs clients corporate dans le financement de leur stratégie de décarbonation et dans l'élaboration de celle-ci. Ce qui me concerne, je suis plus sur la partie en fait des dispositifs de financement public, qu'ils soient en fait directs ou indirects. Sur la partie directe, ça va être les subventions qui nous intéressent particulièrement dans le cadre des dispositifs qui ont été créés pour la décarbonation de l'industrie. Bonjour à tous. Donc de mon côté, Aurélie Lenoc, je suis directrice commerciale tertiaire au sein de Greenflex. Et donc mon rôle au quotidien au sein de Greenflex depuis maintenant près de 10 ans, c'est d'accompagner les entreprises du secteur tertiaire dans leur transition énergétique et environnementale. Et donc on a la chance chez Greenflex de pouvoir vous accompagner de A à Z, donc de la définition de la feuille de route, énergie et carbone, aux études techniques spécifiques et travaux, jusqu'au financement. Donc C2E et leasing dont on va vous parler aujourd'hui. Et je suis accompagnée d'Olivier chez Greenflex. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Olivier Tekouchev, je dirige la business unit industrie chez Greenflex. Au sommaire, aujourd'hui, on va s'intéresser, après une introduction, aux leviers pour optimiser le coût de votre projet tertiaire, les leviers pour optimiser le coût des projets industriels, et puis ensuite sur les outils de financement pour financer le reste à charge, et enfin une conclusion avec bien sûr la place pour les questions et réponses. Alors, quel levier pour optimiser le coût de votre projet tertiaire? L'idée, c'est de présenter en première partie les dispositifs de subvention, puis ensuite les dispositifs C2E. Sur les dispositifs de subvention, on trouve deux dispositifs spécifiques dédiés au tertiaire. Donc le très connu fonds chaleur qui s'adresse majoritairement à la partie industrie, mais qui dispose d'une brique qui correspond justement à la partie tertiaire avec la création ou extension de réseaux de chaleur ou de froid pour des projets des projets tertiaires. Donc l'idée est d'alimenter en énergie renouvelable et ou de récupération. Donc on le voit souvent dans les dispositifs, c'est le fameux E, N, R et R. Et le dispositif sert à financer l'extension de réseau qui est composé à 65% de ce type d'énergie. Donc on trouve, comme expliqué sur la présentation ici, on trouve en fait sur les types de NR et R, ils sont listés sur la droite, biomasse, solaire thermique, géothermie,
méthanisation, récupération de chaleur fatale, et puis les unités d'incinération d'ordures ménagères. L'intérêt de ce petit focus, c'est de montrer qu'on ne trouve pas le photovoltaïque et on ne trouve pas l'hydroélectricité, qui peuvent être en fait des parties, selon le territoire, des parties importantes du mix énergétique et qui ne sont pas éligibles pour ce dispositif en particulier. Donc c'est expliqué évidemment, l'idée c'est de dire que c'est les bâtiments industriels mais destinés à des activités tertiaires. Donc ce dispositif il est intéressant. Vous donner une intensité de LED, c'est difficile dans la mesure où en fait c'est un calcul au mètre linéaire. Ce calcul a été mené pour minimiser les pertes d'énergie par rapport aux besoins du réseau. Et on a 70% des travaux spécifiques d'extension, donc hors mètre linéaire, mais travaux spécifiques qui sont pris en charge. Le second dispositif, c'est le dispositif décarboner le tertiaire, qui est lui vraiment destiné à promouvoir la production de chaleur renouvelable et l'amélioration de l'efficacité énergétique, avec, comme souvent dans les dispositifs ADEME, une partie de financement des études de faisabilité et une partie de financement sur la partie investissement. Donc, deux éléments clés de ce dispositif. Le premier, c'est qu'il est nécessaire d'avoir une activité économique sur des sites soumis au décret DEET, donc décret éco-énergie tertiaire. Et le deuxième paramètre clé, ça va être le périmètre avec au moins 5 sites dans au moins 2 régions administratives différentes. Sur ces dispositifs, on a 45% des investissements qui sont pris en charge. Merci Brice. En effet, au-delà de l'aspect subvention, il existe aussi deux autres dispositifs qui sont complémentaires. Donc on va parler C2E, donc certificat d'économie d'énergie et location. Pour faire un focus d'abord sur les C2E, donc certificat d'économie d'énergie, ce sont des primes euros qui sont versées aux entreprises en échange de la réalisation de certaines typologies de travaux. Ces travaux visant à réduire les consommations d'énergie et ou émissions carbone. Ces travaux sont définis dans le cadre de fiches C2E, dont on va parler juste après, mais il faut retenir voilà, une prime euro versée en fonction de la réalisation de certains travaux. Le deuxième dispositif, c'est la location ou leasing. Ce mécanisme permet de lisser une dépense en loyer mensuel sur une durée de contrat qu'on aura définie. Donc, au lieu, si je prends un exemple de travaux, par exemple, de relamping ou de changement de chauffage, qui coûte 100, nous, on peut proposer, au lieu de dépenser 100, par exemple, de dépenser 2 par mois sur 5 ans. Donc, ça permet, c'est vraiment un mécanisme qui permet de passer, on parle de CAPEX en OPEX. Donc, on ne touche pas à la trésorerie, on propose un loyer mensuel, donc des charges, on parle d'OPEX, sur une durée qu'on aura définie. L'intérêt est vraiment de pouvoir combiner les deux. C'est les exemples que vous voyez en dessous, plusieurs bénéfices. Déjà, le dispositif C2E, ça vous permet soit un apport de trésorerie, donc les C2E sont versés à la fin de la réalisation des travaux. Ce qui est important dans le mécanisme C2E, c'est qu'il faut valider votre convention C2E avant la réalisation des travaux et avant la signature des devis. Très important, vous faites les travaux et vous touchez les C2E à la fin. Soit une réduction du montant des loyers. Ça, c'est dans le cas où on fait C2E plus leasing. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple à 100, vous avez 20 de C2E, donc on fait 100 moins 20 et on finance 80. Ce qui vous permet d'avoir, par exemple, 1,5 en loyer mensuel sur 5 ans. Donc, je viens minorer un loyer et ne financer que le reste à charge. C'est très intéressant pour vous, ça vous permet finalement de ne pas avancer la partie C2E qui est pris et qui est préfinancée côté Greenflex. Donc, l'intérêt aussi, c'est un aspect technico-économique. Chez Greenflex, on peut réaliser toute la partie études et travaux. C'est-à-dire qu'on va calculer les gains euros que vous pouvez avoir grâce aux travaux réalisés. Et on essaye d'avoir une ingénierie financière pour que vos loyers soient compensés par les économies d'énergie réalisées. Donc, on lisse une dépense et on vient compenser une partie des loyers.
Troisième point, vous déléguez votre partie, la charge administrative à un back-office dédié au sein de Greenflex. Pourquoi? Parce que durant toute la phase de travaux, si vous faites du leasing, c'est Greenflex qui prend en charge la partie commande, versement des acomptes, factures. Vous n'avez aucune sortie de trésorerie à prévoir, si ce n'est le paiement des loyers mensuels à la fin des travaux. Donc, vous déléguez toute cette partie administrative. Vous préservez vos CAPEX et vos trésoreries, on en a parlé. On prend en charge les acomptes. On a la possibilité, grâce à ces deux mécanismes, d'encapsuler toutes les composantes du projet. Si vous avez, par exemple, des travaux sur le relamping, mais aussi le changement de chauffage et aussi une installation, que sais-je, électrique, on prend bien l'ensemble du montant à financer. Donc ça, c'est intéressant pour vous de pouvoir encapsuler toutes les composantes du projet. Et dernier bénéfice, vous disposez d'une vision technique, comptable et administrative dans le cadre de notre plateforme digitale qui s'appelle Greenflex IQ, qui vous permet de bien comprendre quels équipements sont sur quel site et quels loyers sont associés, afin d'anticiper les échéances et les gestions de fin de contrat. Donc il y a un outil digital aussi qui vous permet une vraie gestion de parc d'actifs, si je puis dire, dans le cadre du financement leasing plus C2E. Pour faire un zoom, il me semble, juste sur la slide d'après, sur le dispositif C2E. Greenflex, on est mandataire et filiale du groupe Total Energy, donc qui est un obligé. Donc, on a un rôle moteur dans la valorisation et le versement des primes C2E. Donc, on est mandaté par Total Energy. Et ce que vous voyez à droite, c'est les deux manières de percevoir les C2E. Soit ce que vous voyez en haut à droite en tant que bénéficiaire, c'est-à-dire que vous avez les C2E directement à la fin des travaux, donc en apport de trésorerie, donc vraiment un montant cash qui vous est versé à la fin des travaux. Soit ce que vous voyez en bas à gauche, c'est le deuxième exemple où on vient en déduction du devis de l'installateur ou du fournisseur. Donc Greenflex préfinance et prend à sa charge les C2E. Et on vient finalement financer le reste à charge. Donc vous avez bien ces deux possibilités dans le cadre des versements des primes C2E. Pour faire un focus ensuite sur les différentes fiches, on vous a mis quelques exemples sur les fiches éligibles tertiaires. Évidemment, ces fiches sont à disposition et notre rôle aussi, c'est si vous avez des projets de travaux, évidemment, n'hésitez pas à nous les envoyer. Notre rôle, c'est de vous calculer et estimer les montants C2E associés. Donc, quelques fiches que vous voyez en vert qui sont les plus intéressantes. Je vais zoomer un petit peu. Isolation réseau hydraulique, isolation de points singuliers, évidemment, sur la partie C2E. Je la vois en orange, mais la partie BAT TH116 sur l'installation de GTB aussi est toujours intéressante, moins intéressante que l'année dernière, mais toujours intéressante. On a des C2E à aller chercher. Et sur la slide d'après, quelques exemples complémentaires, toujours sur la partie isolation des combles, du plancher, toiture terrasse, ou les solutions de régulation, par exemple HP flottant sur gros froid, ou régulation récup de chaleur sur les gros froids, qui sont des fiches assez rémunératrices. Donc, on ne va pas toutes les lister aujourd'hui, mais n'hésitez pas, vous avez le listing ici. Si vous voulez plus de détails, on reste disponible. Et pour finir, de mon côté, deux exemples concrets de clients qu'on a accompagnés sur du C2E plus leasing. Premier exemple qui est un groupe de concessions automobiles, donc le groupe Potric, premier distributeur de la marque BMW. Donc on les a accompagnés sur toute la phase de définition de feuilles de route, RSE, carbone, énergie. On a fait des études techniques. Il en est ressorti dans le plan d'action un sujet, un gros potentiel avec l'installation de GTB. On est en phase toujours en cours de déploiement des travaux GTB. Et donc, on a proposé la partie leasing. Donc, on a pris en charge toute la phase de travaux. Et donc, le groupe Potric ne commence à payer son loyer qu'à la fin des travaux. Dans ce cadre-là, le client a choisi le versement des primes C2E à part. Donc, il touche les C2E à la fin des travaux réalisés pour chaque site. Vous voyez quelques chiffres à droite. Donc dans le cadre du plan d'action, il y avait quand même plus de 110 actions décelées, 100% donc financement, leasing et C2E, et des gains assez conséquents en termes de réduction de consommation d'énergie à aller chercher. Et un deuxième exemple différent sur un autre projet, c'est la Fondation Amipi, donc qui est une entreprise dans l'insertion sociale. On a fait aussi des études techniques, on a défini un plan d'action, il en ressort un sujet
isolation et renouvellement des équipements CVC, donc changement d'une chaudière gaz par une pompe à chaleur. Et même chose, on a proposé donc deux financements avec la valorisation des C2E qui ont choisi aussi de percevoir directement. Et vous le voyez à droite aussi quelques chiffres, donc moins 80% sur la conso CVC et moins 94% sur la réduction des émissions carbone. Donc on cherche aussi toujours à avoir cette vision globale financière et technique à accompagner nos clients aussi dans la réduction des consommations d'énergie et émissions carbone au-delà du financement. Concernant les projets industriels, on va revenir sur le sujet des subventions et puis décliner également la thématique des C2E. Donc, ce qu'il est intéressant de retenir, et c'est qu'est-ce qui est subventionné actuellement pour vous au niveau des entreprises. On va avoir quatre grandes thématiques. La première, c'est les projets de recherche, développement et innovation qui peuvent être subventionnés, notamment par la BPI. Les projets d'industrialisation et qui permettent une compétitivité pour lesquels on retrouve à chaque fois la notion d'emploi créé ou maintenu et surtout une notion un aspect vertueux pour l'environnement, euh, très souvent décliné sur le sujet de la décarbonation. À proprement parler, les sujets de décarbonation de l'industrie, donc on va venir modifier toujours ces sujets de mix énergétique, etc. Donc en fait, c'est des sujets à part entière de décarbonation. Et enfin, on voit apparaître une nouvelle thématique récemment sur l'économie circulaire et la réduction de l'empreinte écologique d'un produit. Donc on a plusieurs dispositifs qui apparaissent sur cette thématique-là. Quand on regarde vraiment de manière globale ces sujets, ces thématiques de subvention, ce qu'il est intéressant d'avoir en tête, c'est que chaque thématique va avoir trois caractéristiques principales qui permettent de définir quel dispositif vous pouvez, à quel dispositif vous pouvez accéder. Donc, premièrement, en fait, on retrouve des sous-thématiques parmi ces grandes thématiques. Donc, on prend vraiment l'exemple de la décarbonation, qui est le sujet du jour. On a plusieurs moyens de décarboner, avec le changement de mix énergétique, l'intégration de matières recyclées, l'éco-conception des produits, etc. Donc, en fait, ces sous-thématiques vont adresser des dispositifs différents. On retrouve également des budgets pour chaque dispositif. Donc, on a, c'est le sujet, par exemple, de la décarbonation. Il a récemment évolué un petit peu, où on a Décarb Flash qui est apparu, un dispositif pour des projets dont les dépenses sont inférieures à 3 millions d'euros. Décarb Inde, qui est apparu, qui date plutôt de 2024, avec des projets supérieurs, dont les dépenses éligibles sont supérieures à 3 millions d'euros. Et GPID, qui correspond au grand projet industriel de décarbonation, où les dépenses sont supérieures à 30 millions d'euros, avec une capacité d'aide à hauteur de 20 millions d'euros. Donc, ces dispositifs-là, les budgets alloués vont flécher vers les différents dispositifs, et dans ces dispositifs, un cumul est possible avec les primes C2E. Enfin, donc je cite là, tout à fait à droite la partie fonds chaleur, qui est la référence sur les sujets de décarbonation, mais qui n'est pas la seule, puisqu'un projet d'innovation, s'il vise à décarboner, peut également faire l'objet de subventions, qui ne seraient pas forcément dans le giron du fonds chaleur. Sur les zones géographiques, qui est la dernière caractéristique qui permet en fait de déterminer quel dispositif vous serez accessible, on va avoir en fait des dispositifs qui diffèrent selon les régions. Et une notion importante, c'est que l'Europe investit à l'échelle des régions et c'est des fonds qui sont gérés par les régions. On pense au FEDER, au FEADER qui sont plutôt connus. On pense un petit peu moins par exemple au Fonds de transition juste qui est également un dispositif qui est adressé au niveau des régions. Un autre dispositif qui est lui en l'occurrence différent dans la mesure où en fait je parlais en introduction des financements qu'on appelle directs, les subventions, et les financements indirects plutôt typés crédit d'impôt. Et donc là on a le C3IV, donc crédit d'impôt destiné aux investissements dans l'industrie verte. Il est directement lié à la décarbonation, mais il dépend du fait d'avoir une activité, de production dans un des quatre domaines clés concernés par le C3IV. Batterie, éolien, pompe à chaleur et panneaux solaires. Donc il ne s'agit pas de faire un panneau solaire,
mais l'idée est d'avoir un élément clé de la chaîne de valeur des panneaux solaires et de faire des investissements sur cette thématique. Ce dispositif, il s'apparente à une subvention, puisqu'en fait, on doit faire une demande en amont, avec une demande qu'on appelle une demande d'agrément, et on a un financement de CAPEX, un financement d'équipement, et c'est en ces termes qu'il est particulièrement similaire à une subvention. On a des taux applicables selon, encore une fois, la géographie notamment et la taille de l'entreprise, entre 20 et 60% des investissements effectués. Sur les dépenses éligibles, c'est avec les actifs corporels et les actifs incorporels. Donc on a les bâtiments, installations, équipements, les machines, le terrain. Et on va avoir également les droits de brevet, licences, savoir-faire et les droits de propriété intellectuelle. Donc c'est plutôt vaste comme type de dépenses éligibles et il apparaît assez intéressant de présenter ce dispositif aujourd'hui. Enfin, on présente ici quelques réussites sur des projets de transition énergétique. On va les citer relativement rapidement, mais ils ont chacun un domaine clé. Donc, on est sur l'aide à l'investissement industriel pour les énergies renouvelables. Donc, création d'une nouvelle offre industrielle pour la production de câbles électriques à très haute tension, avec un budget de 60 millions d'euros et un financement de 5 millions d'euros. On a également des dispositifs d'innovation, c'est le deuxième projet qui est présenté, sur l'isolation des réseaux électriques. Dans ce cadre-là, il y avait un budget projet de 8,5 millions d'euros et un financement à 3,4. La récupération de chaleur fatale, qui est un des éléments clés du fonds chaleur. Une référence qu'on présente ici, un projet de récupération de chaleur fatale des fumées de fournaise au niveau, dans le but d'alimenter un système de chauffage industriel. Donc, un exemple clé, on peut en fait effectuer le préchauffage d'un élément d'une chaîne de production avec de la récupération de chaleur fatale. Un budget ici de 8 millions d'euros et un financement à 2,7. Sur la seconde partie des références, on va avoir l'électrification de procédés. Donc là, en effet, on est directement dans la décarbonation de l'industrie. C'est un projet d'investissement avec un budget de 7 millions d'euros et un financement à 2,8. Donc vous avez un ordre d'idée sur les différentes références proposées de l'intensité de l'aide que l'on peut obtenir. Le deuxième référence ici, c'est la méthanisation, toujours dans le cadre du fonds chaleur. Un dispositif qui est une thématique qui est un peu moins connue, c'est la captage et stockage carbone, avec un budget de 36 millions d'euros et un financement à 12 millions d'euros, assez conséquent. Et puis enfin, l'aide à l'investissement industriel avec le fonds de transition juste dont je parlais précédemment, avec un financement à hauteur de 1,8 million d'euros. Bien, merci Brice. Donc quand on se pose la question de comment financer sa transition énergétique, on l'a vu, donc il y a différents dispositifs qui sont parfois compliqués à décrypter. En tout cas, on espère que ce matin, on apporte un éclairage. Il y a les certificats d'économie d'énergie donc dans le secteur tertiaire, et donc il y a également des certificats d'économie d'énergie dans le secteur industriel. Donc on a souhaité mettre en lumière ici trois nouvelles fiches qui ont été mises en œuvre en tout début d'année 2025. Une première fiche qui concerne les pompes à chaleur haute température, donc l'un du T137. Une deuxième fiche qui concerne les ORC, c'est-à-dire comment est-ce que je produis de l'électricité avec de la chaleur fatale, l'un du T138. Et puis une troisième fiche qui va concerner le stockage de chaleur fatale. Donc ces trois fiches viennent compléter le dispositif des C2E dit standard, donc 37 fiches au total, même si il y a des discussions en cours, et j'y reviendrai peut-être un petit peu après, sur l'abrogation de certaines. Et donc, elles permettent de venir effacer de la consommation d'énergie primaire, de gagner en efficacité énergétique, modulo bien sûr un certain nombre de critères que vous voyez donc sur la partie droite de l'écran. Je ne vais pas tous les citer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une bonification, donc qui est toujours en cours, x2, vous le voyez, et donc qui viennent incentiver quelque part la mise en œuvre de ces fiches et la réalisation de ces travaux. Donc je le disais, il y a 37 fiches au total dans le secteur industriel. Peut-être un petit message ici, c'est que 3 fiches donc sont en discussion actuellement. Donc celle qui concerne la récupération de chaleur fatale sur des tours aéroréfrigérantes,
récupération de chaleur sur des groupes froids et les systèmes motorégulés. Donc 3 fiches qui étaient une part importante du dispositif des C2E standard. Et donc le message ici, c'est si je suis un industriel et que je me pose la question d'activer ces fiches, c'est le moment, parce que, encore une fois, on ne sait pas quelle direction va prendre le législateur pour les 3 fiches que je viens de citer, mais c'est aussi le moment d'activer celle-ci, puisqu'on voit qu'il y a une bonification qui est particulièrement intéressante. Merci. Donc, pour illustrer en fait la mise en œuvre de ces fiches, ici c'est un exemple chez un industriel qui fait donc de la surgélation de légumes qui se trouve dans le sud-ouest. Et donc chez cet industriel, vous voyez affiché à l'écran, donc on a combiné plusieurs dispositifs entre eux. On a combiné C2E standard, on a combiné également une subvention donc régionale, et on a combiné location, c'est le dispositif dont parlait un petit peu plus tôt Aurélie et qui fonctionne dans le tertiaire, mais qui fonctionne aussi donc dans le secteur industriel. Ici, c'est un exemple qui est particulièrement intéressant puisque Greenflex s'est positionné en assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire on est venu conseiller le client sur, je dirais, la sélection technique la plus pertinente et également l'ingénierie financière la plus pertinente dans ce cas-là. Donc ça représente 160 000 € d'économie par an sur la facture énergétique pour notre client. Un taux de couverture qui est de 60% sur un investissement donc de 4 millions d'euros, et puis un temps de retour brut donc de un peu plus de 5 ans, ce qui reste tout à fait intéressant. Et ce qu'il faut noter également, c'est que dans ce cas-là, le gain est double. C'est-à-dire que non seulement on vient réduire la facture énergétique de notre client, on vient aussi bien évidemment décarboner une partie de son activité, mais également on agit sur le process et la productivité. On le voit, la cadence a été augmentée, donc il y avait cet objectif-là, et donc la réalisation de ces travaux permet également donc de gagner en productivité pour notre client industriel. Donc j'ai parlé de 37 fiches dites standards. Donc ces fiches standards, en fait, elles ont une méthodologie qu'il convient d'appliquer pour calculer un volume de C2E et donc une prime associée. Mais il existe également ce que l'on appelle des dispositifs de C2E spécifiques. C'est-à-dire, si je suis un industriel qui est soumis à quota carbone, donc PNAQ, ou si, par exemple, j'ai un projet qui ne rentre pas dans le cadre de ces 37 fiches standards, je peux bénéficier du dispositif des C2E spécifiques, je peux proposer un dossier au pôle national des C2E et donc, quelque part, venir rédiger une méthodologie dédiée pour un process particulier. Donc, comment ça fonctionne ? Il faut que ce soit des projets dont les économies, bien sûr, sont mesurables. Le seuil minimal que l'on préconise, c'est 20 gigawattheures d'économie donc d'énergie annuelle, et ça peut concerner des projets de récupération de chaleur fatale, par exemple sur des fumées, c'est l'exemple que je vais présenter juste après, la mise en place de chaudières biomasse, de chaudières CSR ou d'opérations sur des unités de valorisation énergétique, plus communément appelées des incinérateurs. Typiquement, un exemple assez parlant, c'est pour un client industriel qui est Dombasle, qui est à Dombasle, donc c'est une JV entre Solvay et Veolia. On a mis en œuvre le plus gros du dossier C2E spécifique jusqu'à présent qui a été donc approuvé. Et donc c'est une subvention qui est de l'ordre de 60 millions d'euros pour la mise en œuvre d'une chaudière CSR qui va venir éteindre 4 chaudières charbon. Oui, il existe encore des consommateurs de charbon en France. Et donc, bien évidemment, cette opération particulièrement vertueuse donc, a donné lieu à l'obtention de ces C2E spécifiques, une grosse partie de l'investissement, comme vous pouvez le voir. Donc, qu'est-ce qui est prérequis ? Parce que c'est un dossier donc qu'il faut instruire. Donc, il faut un audit énergétique préalable, il faut définir une situation de référence, c'est-à-dire quelle est ma consommation énergétique sur le périmètre défini en question, et une situation prévisionnelle, c'est-à-dire quelles économies d'énergie je m'engage à réaliser dans le cadre de la réalisation de ces travaux. Il faut que le temps de retour brut du projet soit supérieur à 3 ans,
tout simplement parce que s'il est inférieur à 3 ans, le législateur considère qu'il n'a pas besoin de subventionner ce projet-là. Et puis, il faut mettre en œuvre un système de management de l'énergie, autrement appelé ISO 50001, et donc, à l'issue des travaux qui vont être réalisés, qui sont bien souvent des travaux qui sont assez lourds, assez longs. On parlait d'électrification un petit peu plus tôt, le système des C2E spécifiques se prête particulièrement bien également à l'électrification des procédés. Et donc, à l'issue de ces travaux, il y a une période de mesurage qui est de 12 mois, qui va venir confirmer tout simplement les calculs prévisionnels que l'on a fait en amont dans le cadre donc de ce dispositif de C2E spécifique. Et donc, pour illustrer ce dispositif, donc je parlais d'un dossier particulièrement important auparavant, mais il existe bien évidemment des dossiers plus modestes. Ici, on est chez un verrier, le secteur verrier particulièrement énergivore, et donc avec des enjeux de décarbonation aussi très importants. Et donc ici, on est venu proposer un clé en main pour diminuer la consommation de gaz sur un périmètre donné, et donc venir récupérer de la chaleur fatale, venir récupérer des calories sur des fumées, donc qui convient également de traiter, bien évidemment, puisque ce sont des fumées qui sont dites plutôt sales. Et donc, on a suivi toutes les étapes que je viens d'illustrer. Donc, on a proposé un ISO 50001, on a fait des études de conception et la réalisation donc du projet dans le cadre d'un contrat clé en main. On s'est engagé sur l'obtention d'une prime C2E minimale, puisque il y a quand même un phénomène d'incertitude dans les C2E spécifiques, puisqu'on vient donc mesurer à la fin les calculs prévisionnels que l'on a fait. Donc, il y a quand même une petite incertitude, même si on essaie de la diminuer au maximum. Et puis, donc, on a donc fait cette opération de mesurage, et donc on est venu financer les travaux de cet industriel avec donc une prime C2E dite spécifique. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte 10 gigawattheures de consommation en moins chez cet industriel. Ça apporte également une réduction du volume de CO2 émis. Le montant du projet, c'est un projet qui est à peu près inférieur à 2 millions d'euros et avec un taux de couverture de 13%. La prime C2E spécifique ici était de 56 gigawattheures CUMAC, cumulé actualisé, et donc relativement intéressante chez ce verrier. On pourrait très bien dupliquer ces travaux sur le secteur de la chimie, par exemple, également qui se prête assez bien à ce type de travaux. Donc peut-être une fois. Pardon, je t'en prie. Vas-y Olivier. Non, c'est moi qui. Ouais, et donc je disais qu'une fois qu'on avait optimisé ce captage des C2E et des subventions, il y a souvent encore des montants à financer, et donc la banque a des outils pour accompagner le financement de ces actifs de transition énergétique, avec des outils qui sont pour certains relativement classiques, euh, par exemple du financement corporate ou du crédit bail, mais où on aura la possibilité de flécher nos financements vers ces actifs green. Et en fléchant, l'avantage de flécher nos financements vers des actifs green, c'est que ça nous permet, nous, d'aller nous refinancer à des conditions attractives. Il y a notamment des enveloppes, par exemple de la BUI, qui sont dédiées aux actifs qui respectent la taxonomie européenne et qui nous permettent, en tout cas, d'avoir des taux avantageux. Il faut en profiter parce que on comprend notamment de la BUI que l'allocation de ces enveloppes pourrait évoluer dans le temps avec des objectifs de la BUI, notamment sur la défense qui vont arriver, et donc des enveloppes sur la transition énergétique qui pourraient être amenées à baisser. Mais pour l'instant, on continue d'avoir ces enveloppes et donc de pouvoir faire bénéficier à nos clients sur ces actifs de transition énergétique de taux bonifiés. Et il y a des modèles, des solutions aussi, des schémas de financement un peu plus élaborés pour ces sujets de transition énergétique, donc le co-investissement et le tiers investissement, qui présentent comme similitude dans les deux cas de s'appuyer sur des SPV et puis du financement de projet, donc du financement sans recours qui va être hébergé sur un SPV qui portera les actifs et les contrats.
ces financements, co-investissement, tiers investissement, ils sont nécessairement un peu plus complexes et donc un peu plus longs à mettre en place et nécessitent des tailles de projet qui sont plus importantes, histoire d'amortir un peu les coûts de structuration de ces opérations. Mais petit à petit, on commence à baisser en termes de taille de deal et aller arriver sur des actifs un peu plus petits sur du co-investissement et du tiers investissement. Pour rentrer un peu plus en détail sur le co-investissement, donc on a fait un petit schéma là sur la slide d'après pour expliquer un peu comment fonctionnait le co-investissement. L'idée, c'est que l'entreprise va investir dans une SPV à hauteur de souvent un peu moins de 50%, 30-40%. C'est des schémas qu'on voit habituellement de façon plus conséquente sur le solaire, et il y a pas mal d'acteurs qui sont un peu spécialisés là-dedans. Et donc, souvent, les développeurs ont un peu plus de 50%, notamment pour consolider la production du développeur après en centrale. On est après sur un schéma qui est relativement classique de financement de projet. J'ai mis un peu tous les intervenants, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de qui intervient où. Ça permet souvent en fait aux corporates de se sentir un peu plus impliqués dans ces sujets de transition énergétique, parce qu'ils sont à la fois souvent via la SPV producteurs d'énergie, ce qu'ils n'étaient pas historiquement, et puis consommateurs de cette énergie finale, parce que la plupart de ces schémas, c'est plutôt en autoconsommation. Et donc, on a des schémas où on a des acteurs qui sont à la fois consommateurs de l'énergie qui vont consommer. Sur le tiers investissement, le schéma il est globalement similaire, si ce n'est que la philosophie est un peu différente. On vous le présente un peu après, dans la slide d'après. Donc, l'idée, c'est encore de créer une SPV qui va porter les actifs et les contrats, mais on a des acteurs qui sont un peu différents. On a deux typologies de tiers investissement, tiers financement selon nous. On va avoir un tiers investissement qui va être plutôt ce qu'on appelle nous corporate, où ça va être la plupart du temps des entreprises qui vont vouloir massifier leur approche sur la transition énergétique. Et donc, il y aura un seul client final qui sera le corporate, un tiers investisseur, donc c'est un acteur tiers, plutôt spécialisé la plupart du temps, qui va apporter les fonds propres dans la SPV, et puis un opérateur ou plusieurs opérateurs, parce qu'on voit aussi plusieurs typologies d'actifs dans la même SPV, c'est-à-dire qu'une SPV et des actifs qui peuvent être du solaire, du relumping, l'efficacité énergétique, etc., dans la même SPV, sans qu'il y ait une SPV par typologie d'actifs. Sur ces acteurs corporate, on en voit certains qui aiment bien prendre une petite part de l'equity de la SPV, histoire aussi d'aligner les intérêts de chacun. On voit aussi certains acteurs qui poussent leurs salariés à monter au capital de la SPV afin de les intéresser aussi à ces sujets de transition énergétique de l'entreprise. Ces mécanismes de tiers investissement pour les corporates, ça a souvent comme objectif, alors c'est pas l'objectif unique, mais c'est quelque chose qu'on voit d'être potentiellement des consolidants. Alors c'est sous réserve de tout un tas de choses, mais on arrive dans certains cas à rendre ces mécanismes des consolidants, et ce qui permet au corporate d'opérer sa transition énergétique sans alourdir son bilan. On a aussi un autre mécanisme sur ces modèles de tiers investissement que l'on appelle plutôt opérateur, où là, il n'y a pas un seul client final, pas un seul corporate qui va bénéficier des actifs, mais un portefeuille de clients. Et l'avantage pour les opérateurs de transition énergétique de créer ces SPV, c'est que ça leur permet d'accélérer leur go-to-market. Et sur ces sujets de transition énergétique, le coût d'entrée, d'installation souvent des actifs, c'est souvent le pain point et le point difficile pour ces opérateurs. Et donc, ça permet un peu de lever ce coût d'entrée avec ces captifs qui viennent lisser en fait le coût du capex pour les clients finaux. Ça a l'avantage aussi
de pouvoir, quand on est sur ces modèles SPV, qu'on connaît bien nous en tant que banque, d'atteindre des gearings qui sont supérieurs à ce qu'on voit dans la plupart des autres projets. Ça permet d'allonger les durées de vie. C'est-à-dire qu'on fait du leasing aussi, mais sur ces durées SPV, sur les financements de projet, on arrive à aller sur des durées qui sont souvent plus longues que ce qu'on a sur du leasing. Et par contre, ça nécessite une ingénierie financière qui est non négligeable, et donc il y a des coûts de structuration qui sont pas forcément compressibles, et donc ça a du sens à partir d'une certaine taille de deal, quoi. Sur ce tiers financement, ce qui est intéressant, et on l'a mis un peu dans la slide suivante, c'est qu'en termes de typologie d'actifs, on peut mettre pas mal de choses. On n'est pas limité au solaire, même si il y a eu pas mal de solaire historiquement. Mais donc, on peut mettre tout un tas d'actifs de production d'énergie, donc biogaz, filière bois. On a vu des choses autour de la biomasse sur ces sujets tiers financement. Mais on a aussi eu sur ces sujets de tiers financement des sujets plutôt d'efficacité énergétique, avec des sujets de revamping par exemple, des sujets de récupération de chaleur fatale, de pompe à chaleur. Et donc l'avantage de ce genre d'actifs, de ce genre de SPV, c'est que ça permet d'objectiver une trajectoire et une stratégie dans une seule captive. Et donc en termes de pilotage de la stratégie de décarbonation, c'est un outil qui est assez performant et assez transparent. Et donc peut-être pour conclure, parce que on arrive un peu à la fin de nos slides, vous avez vu que il y a quand même un grand nombre d'expertises, il y a un grand nombre de guichets, il y a un grand nombre de solutions pour financer votre transition énergétique et vos projets de transition énergétique. On travaille étroitement en commun avec EMI et Greenflex parce qu'il y a des ponts et parce que ces projets, pour qu'ils soient optimisés, il faut qu'ils soient regardés dans leur ensemble. Il faut pas les regarder en silo. Et donc on est à votre disposition pour regarder ces sujets avec vous, avec une approche qui est souvent commune, LCL, Greenflex et Mimia. Et donc on va commencer à prendre les questions. Je vois qu'il y a une question de Jessica sur les montants de financement minimum pour ces objets tiers financement, co-investissement. Quand on est sur du financement de projet, nous on a du mal à intervenir quand c'est en dessous de 10 millions d'un point de vue projet global, parce qu'il y a des coûts de structuration qui sont incompressibles et qui font qu'en dessous de 10 millions d'euros, on n'arrive pas à amortir ces coûts de structuration. Cela étant dit, comme on arrive de plus en plus à créer des SPV multi-clients, c'est-à-dire que dans la même SPV, on va mettre plusieurs clients, ça nous permet de baisser en termes de taille d'opération et d'arriver sur des opérations où unitairement par client, on est autour du million sous réserve d'un certain nombre de critères, mais donc on a réussi à baisser un peu notre taille d'intervention sur certains actifs. Je me permets peut-être de préciser pour la partie C2E et leasing, pas de minimum, en tout cas de côté Greenflex tertiaire sur la partie C2E. Si vous avez des C2E à aller chercher, on ira les valoriser. Et sur le leasing, en effet, des 50 000 euros, par exemple, on peut. Tout l'objectif est de calculer ce qui est intéressant finalement pour vous d'un point de vue financement. Peut-être des budgets beaucoup faibles de notre côté, si besoin. Enfin, sur la partie aiming, sur la partie subvention, on va venir apporter un accompagnement sur des projets qui représentent entre 350 et 400 000 euros de dépenses éligibles. Et moi, j'ai une question pour toi, Aurélie. Enfin, est-ce que tu peux expliquer, enfin, qui est dans le fil des questions, bien sûr, hein. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle est la bonification des C2E dans le cadre d'un CPE? C'est beaucoup d'acronymes, tout ça. Oui.
On peut expliquer, donc très bonne question Olivier. Quand vous réalisez des travaux, on a finalement plusieurs manières de faire ces travaux. Olivier vous l'expliquait dans son exemple dans le secteur industrie agroalimentaire. On a un premier positionnement, on peut être en assistance à maîtrise d'ouvrage, donc ce qu'on appelle AMO, c'est-à-dire qu'on est votre bras droit et on est en conseil dans le cadre de la réalisation de ces travaux. On a un deuxième niveau qui est en ce qu'on appelle clé en main, c'est-à-dire que vous nous donnez les clés pour la réalisation de ces travaux et on est contractant général et responsable du bon déroulement et du respect des plannings et de nos engagements dans le cadre de ces travaux. Et le troisième niveau dont on va parler, c'est le contrat de performance énergétique, le sigle CPE, où là, donc c'est toujours un contrat conclu entre une entreprise et un prestataire de services en efficacité énergétique. On va réaliser des travaux avec engagement de résultat sur la réduction de consommation d'énergie par rapport à une situation de référence et sur une période donnée. Donc, CPE, déjà, c'est la réalisation de travaux avec un engagement de résultat sur la réduction des consommations d'énergie. Dans ce cadre-là, dans ce dispositif, il faut le voir comme un outil, finalement, ce contrat-là. On a la possibilité de bonifier nos C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui sont nos primes versées en fonction des fiches précédemment vues ensemble, si, en fonction de plusieurs critères, si on arrive à aller chercher et s'engager sur un minima moins 20% d'économie d'énergie sur un minima 5 ans. Là, vous avez une bonification, on arrive à quasiment x2 sur les C2E d'un point de vue bonification. Donc ça, c'est vraiment important à regarder avant que vous fassiez des travaux, de se poser la question sur est-ce que je réalise mes travaux de manière classique ou si j'ai un enjeu, côté tertiaire, il y a beaucoup d'enjeux aussi réglementaires, on a le décret tertiaire, le décret VAX, donc on peut avoir des enjeux à ce que l'entreprise s'engage à résultat. Et dans ce cadre-là, le CPE est tout à fait un outil intéressant. Je vois une question de Stéphane Grenier donc sur le tiers financement sur une SPV multi-client. Est-ce que la structuration de documentation est identique pour tous les clients? Et peut-on avoir plusieurs typologies d'actifs, j'imagine dans la même SPV? Alors nous, on a vu les deux cas, donc on a vu des schémas où on avait plusieurs actifs, et à partir du moment où on a plusieurs actifs, on a une documentation qui est souvent différente sur des SPV multi-clients, avec c'était plutôt chez des acteurs qui sont des fonds un peu spécialisés dans le tiers investissement, avec comme point de difficulté derrière qui est, il y en a deux, il y en a un, la durée des contrats. On peut avoir des typologies de contrats différents et des documentations différentes, mais il y a un moment, notre financement, il s'adossera quand même forcément sur une durée de contrat, et donc il faut quand même qu'il y ait une durée de contrat qui soit suffisante pour mettre en place un financement. Et deuxièmement, sur le sujet qui est peut-être plus important, qui est tout aussi important que ce sujet actif derrière, c'est le sujet risque de contrepartie, où nous, ce qu'on va regarder sur ces sujets SPV multi-clients, c'est le risque de portefeuille, et donc c'est la qualité des clients finaux, histoire de s'assurer que dans le cadre de notre rating interne, on est sur des acteurs qu'on va considérer plutôt comme investment grade, donc plutôt bien notés, même si le fait d'avoir un risque de portefeuille, ça nous permet d'être un petit peu plus ouvert sur la qualité des contreparties, là où quand on est sur une SPV monoclient, il faut forcément que ça soit du très bon client. On a vu certains opérateurs qui, eux, avaient plutôt tendance à standardiser la documentation pour simplifier aussi leur approche et leur go-to-market. Donc voilà, on peut avoir les deux, mais il n'y a pas forcément, on a vu des choses multi-actifs et donc forcément multi-documentation derrière. Je regarde le fil des questions, j'en vois deux. Peut-être une première question de Pauline Pasquier. Existe-t-il un dispositif qui peut être actionné lorsque des travaux ont déjà commencé? Très compliqué parce que je vais prendre l'exemple des certificats d'économie d'énergie. En fait, il faut justifier d'un rôle actif et incitatif. Ce
qu'on appelle un RAI, désolé, encore un acronyme, pour pouvoir justement activer le dispositif des C2E standards ou des C2E spécifiques. Donc, d'un point de vue certificat d'économie d'énergie, je dirais plutôt non. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être le plus en amont possible lorsqu'on identifie un projet pour identifier la solution de financement / subvention la plus adaptée. Et bien souvent, on se rend compte quand on fait ce qu'on appelle des trajectoires bas carbone chez Greenflex, donc c'est une feuille de route d'investissement, que le frein pour le passage à l'action, en fait, ça concerne 36% des industriels. Donc c'est un vrai sujet et il faut le prendre le plus en amont possible de manière à pouvoir anticiper et puis à déclencher des différentes subventions entre elles. Et il y a un autre sujet, c'est celui de l'articulation, ce qu'on a vu un petit peu ce matin. Est-ce que je peux articuler fonds chaleur et C2E? Oui, mais sous certaines conditions. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, être anticipé en fait un maximum et donc être avant les travaux. J'ai vu une autre question, je suis désolé, je garde la main, après je la rends. C'était sur une personne qui pose la question sur mon four, j'imagine que c'est un four de cuisson, tourne grand maximum 9 jours par mois. Est-ce qu'il est intéressant de venir récupérer la chaleur fatale et les calories issues de ce procédé? Ça, c'est une question qui est compliquée. C'est une question qui est compliquée parce que ça va dépendre de plusieurs paramètres. Premier paramètre, quelle est la consommation du site industriel? Quel est le coût des énergies? Quelle est la projection sur 3, 4, 5 ans de l'activité? Quels investissements vont être nécessaires? Quelles sont les calories qu'on va venir récupérer? Donc là, si j'ai un conseil à donner, c'est faire un audit préalable ou ce qu'on appelle un scan C2E chez nous, chez Greenflex, qui est une opération, je dirais, que l'on fait à titre gracieux. Voilà, et donc on va venir scanner les différentes fiches C2E qui sont activables sur un périmètre industriel. Concernant, je reviens sur la question précédente, concernant l'engagement des dépenses, spécifiquement pour les subventions. Donc, il a été clairement annoncé par Olivier le côté incitatif de ces dispositifs, et on a juste un point que l'on peut activer selon les dispositifs, qui plus est. Ça va être en fait de faire une lettre d'intention. Donc, on peut réduire un petit peu le temps entre dépôt du dossier et engagement des dépenses. Si on veut engager les dépenses relatives à un dossier de subvention avant d'avoir l'accord de subvention, on peut faire une lettre d'intention auprès de l'organisme financeur et l'accusé réception servira comme date clé pour pouvoir commencer à engager les dépenses. Sur le cumul des subventions publiques industrie prime C2E, ça a été déjà expliqué, en tout cas cité. Pour une explication, chaque dispositif comprend, enfin la plupart des dispositifs, on va plutôt le formuler comme ça, comprend une articulation justement entre les primes C2E et la partie subvention et financement. Reste que c'est des sujets qui s'anticipent. Ça, c'était un mot qui a déjà été cité. C'est vraiment un mot à avoir en tête quand on s'engage sur ces dynamiques-là, c'est d'anticiper pour optimiser en fait les différents modes de financement. Et je vois une dernière question aussi de Yolène. Vous travaillez dans le leasing de véhicules et vous voulez vous informer sur une prime vis-à-vis du financement de véhicules électriques. Je peux répondre à cette question. Il existe en effet notamment des nouvelles fiches C2E transport qui sont sorties en début 2025 qui vous permettent pour l'acheteur finalement du véhicule, donc on parle de véhicules légers ou véhicules lourds électriques, une bonification de C2E. Ces montants varient en fonction de plusieurs conditions, représentent 10 à 20% de l'achat du véhicule électrique. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette fiche C2E dédiée à l'achat de véhicules électriques. Je vois une autre question aussi de Stéphane Grenier concernant les études de type audit énergétique. Préalable aux travaux, l'audit doit-il être réalisé par un bureau d'études disposant d'une certification type LNE et OPQI-BI?
On peut prendre aussi la réponse si vous voulez. Alors, tout dépend finalement de l'ambition derrière votre audit. Si c'est un audit réglementaire, donc si vous dépassez un certain chiffre d'affaires et un certain nombre de salariés, vous avez l'obligation de... Ah bah je crois que c'est précisé, audit réglementaire, pardon. Donc l'obligation de réaliser l'audit, tout à fait, il faut que l'entreprise soit certifiée LNE pour la réalisation de cet audit. Greenflex, par exemple, est certifié comme d'autres entreprises du secteur, tout à fait. Ce qui est un gage de qualité et de la bonne méthodologie d'application de l'audit. Alors, il y a une autre question. Sylvain Rosier, intervenez-vous dans le tourisme et dans la transformation de la propulsion de bateaux de passagers? Je vais répondre pour le tourisme et je laisserai la deuxième partie à Olivier. Dans le tourisme, on intervient beaucoup, en effet, dans le domaine de l'hôtellerie, par exemple. Voilà, tout bâtiment tertiaire peut être concerné, des agences, voilà, hôtels, restaurants, etc. Donc, oui, pour la première partie, je laisse la deuxième à Olivier. Alors, on n'est plus vraiment dans le secteur industriel, mais c'est pas grave, je vais quand même répondre. Pour effectivement le passage de la propulsion du thermique vers l'électrique ou même vers l'hydrogène, hein, là on parle plutôt de bateaux de fret, hein, il existe effectivement le dispositif des C2E spécifiques qui peut s'appliquer. Bon, après il faut que comment dire la consommation énergétique du bateau soit suffisamment importante pour justifier le déclenchement de ce dispositif. Et nous, côté LCL, on a accompagné des sujets de passage de bateaux thermiques à électriques en financement fléché, mais pas sur des sujets tourisme, plutôt sur des sujets de barge. Donc voilà, c'est des trucs qu'on a regardé aussi. C'est un sujet qui est quand même très transverse et qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais il existe également une partie subvention sur la décarbonation de la filière maritime. Donc c'est un sujet qui est à explorer en fonction de vraiment le bien fondé du projet et ce qu'il va impliquer. On va avoir une dernière question de Stéphane Grenier, si vous voulez la prendre. Je peux la prendre si vous voulez. Pour les bâtiments tertiaires ou industriels, on entend beaucoup parler de méthodologie carbone. Est-ce nécessaire pour faciliter les financements? Quel est le point de vue de la banque? Ou je peux laisser Pierre répondre sur l'intérêt en effet d'avoir cette méthodologie et des certifications d'un point de vue financement bancaire. Alors, ouais, je ne saurais pas moi répondre à la question, mais on pourrait échanger en bilatéral avec Stéphane sur ce sujet, mais comme ça, je pourrais pas vous répondre. Je me risque à répondre, même si c'est pas mon premier domaine d'expertise. Je pense que plus effectivement les investissements sont décarbonés, plus cela va orienter les investissements vers des taux fléchés. Et ça, c'est une tendance qui va se confirmer. Mais encore une fois, je laisserai bien évidemment Pierre approfondir le sujet. Il est lié au respect de la taxonomie européenne. Donc, la taxonomie a défini tout un tas d'actifs, et donc c'est ça qu'on va regarder nous en fait quand on va regarder le fléchage de nos fonds, parce qu'on pense qu'à un moment on va être audité par le régulateur sur ces sujets de fléchage de fonds, parce que derrière c'est des enveloppes dont on bénéficie, et donc on va devoir à un moment montrer patte blanche au régulateur et lui dire bah voilà, les fonds qui nous ont été alloués pour favoriser la transition énergétique, on les a bien alloués à des actifs qui respectaient le cadre qui avait été défini, et le cadre européen, c'est la taxonomie européenne, et donc pour l'instant c'est sur la taxonomie, et donc c'est sur l'interprétation de cette taxonomie européenne qu'on se repose pour flécher nos fonds, nos financements.
Peut-être en conclusion, j'ai vu une question qui demandait les perspectives pour 2026. Donc ça, c'est effectivement aussi une très bonne question. Il y a beaucoup d'incertitudes, hein, forcément, alors je parle encore une fois hein, autour des C2E. Beaucoup d'incertitudes, je le disais, il y a des discussions qui sont en cours actuellement et donc qui traînent un petit peu pour l'abrogation de certaines fiches qui représentent 30% du volume C2E national quand même. Hein, donc, enfin, je veux dire, c'est un vrai impact dans l'écosystème. Néanmoins, pour avoir une note un petit peu plus positive, on voit que sur le long terme, et c'est ce qu'on voit nous dans nos trajectoires bas carbone, plus une entreprise, un industriel est vertueux, plus il se décarbone, plus sur le long terme il est profitable dans son activité. Et je crois moi profondément que les industriels j'allais dire de demain seront des industriels qui seront décarbonés et c'est ceux qui seront le plus profitables également. On avait également une question concernant l'installation de bornes IRVE et le potentiel de subvention. L'idée, c'est qu'on en trouve dans le résidentiel collectif certaines subventions, mais c'est à étudier au cas par cas. Pour le coup, c'est pas le plus évident, pour être clair. Après, sur les perspectives 2026 concernant le plan, les subventions et le plan France 2030 qui était annoncé en 2021 pour 5 ans, donc jusqu'à 2026, à fin 2024, début 2025, il a été annoncé que les 15 milliards restants allaient être déclinés comme suit: 5 milliards en 2025, 5 milliards en 2026 et 5 milliards en 2027. Donc les perspectives, on sait que pour la décarbonation de l'industrie, les efforts seront maintenus jusqu'à 2027, à minima. Je Est-ce pense qu'on qu'on va peut pouvoir mettre peut-être fin clore? au webinaire. Oui, on a répondu à toutes les questions. Donc, merci à tous. Merci pour cette présentation très claire et très intéressante. Et merci à tous les participants également. Donc, on vous enverra la présentation à la suite du webinaire. Donc, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. On reste à votre disposition. Donc, merci à tous. Très belle journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci. Bonne journée à vous.